Près de 20 mois après le début de l'agression russe en Ukraine et donc de ce qu'il est convenu d'appeler la guerre en Ukraine, est-il possible d'évoquer de manière sereine et surtout équilibrée ce conflit en France et ailleurs en Occident? N'est-on pas condamné à être taxé de poutinolâtre, d'agent de l'OTAN ou à être considéré alternativement comme les deux à la fois? Cette interrogation parcourt le dernier livre de Pascal Boniface, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, à contre-courant des analyses émotionnelles, paru aux éditions Erol. Le célèbre géopolitologue français, fondateur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, se sent en tout cas de moins en moins à l'aise avec ce qu'il perçoit comme un débat piégé. Piégé par les postures morales plus ou moins justifiées, par le recours constant aux analyses émotionnelles, comme il dit, par la propagande et les théories du complot également. Dans l'entretien qui suit, nous évoquerons de nombreux sujets, notamment les perceptions différentes de la guerre en Ukraine selon l'endroit où l'on se trouve, et également des questions plus théoriques, comme entre autres l'opposition entre diplomatie des valeurs et diplomatie des intérêts. Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Au début de votre livre, vous parlez beaucoup d'une sorte d'atmosphère manichéenne qui a existé et qui continue peut-être d'exister sur la majorité des plateaux télé s'agissant de ce conflit en Ukraine. Une atmosphère qui vous a manifestement marqué et peut-être même heurté. Oui, alors c'est pas que sur ce sujet qu'il y a une certaine manichéenne, mais comme il y a la guerre, comme il y a des morts, que l'on voit cela tout le temps à la télévision, ça marque beaucoup plus. Et donc effectivement, on voit bien qu'il y a d'un côté ceux qui estiment que comme on a maltraité la Russie depuis la fin de la guerre froide, celle-ci réagit et c'est normal, et d'autres qui estiment qu'aucune erreur n'a été commise à l'égard de la Russie et que dès le départ, elle avait des desseins funestes à l'égard des autres pays. Alors, moi, je pense qu'on peut dire les deux en même temps. Oui, on a commis des erreurs à l'égard de la Russie, mais non, aucune de ces erreurs ne justifie le recours à la guerre et encore moins les crimes de guerre qui sont commis. Et donc, on peut dire effectivement qu'on a maltraité la Russie dans le passé sans passer pour poutinolâtre, et je peux dire qu'il y a des crimes de guerre sans dire que je suis payé par l'OTAN. Mais justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de cette atmosphère? Comment un chercheur, comment un universitaire comme vous, qui a l'habitude de passer sur les plateaux de télé, peut ressentir une sorte d'injonction à penser pareil? Ça se manifeste comment? En fait, alors d'une part, effectivement, il y a une sorte de pensée un peu commune. L'Ukraine a raison, et dans la mesure où l'Ukraine est la victime, elle a tous les droits. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le degré de corruption qu'il y a en Ukraine, on ne regarde pas les erreurs qu'ont commis les dirigeants ukrainiens dans le passé, on ne regarde pas le comportement de Zelensky, très comminatoire à l'égard des Européens et très doux à l'égard des Américains. En fait, comme l'Ukraine est victime d'un agresseur que l'on n'aime pas par ailleurs, la Russie de Poutine, on lui passe tout. Et puis, et donc, en fait, y compris parmi mes collègues, chercheurs ou journalistes, on fait quand même un peu le même métier, il y a beaucoup de gens qui, en fait, ont pris parti et préfèrent le commentaire à l'étude des faits. Et puis, il y a aussi dans ce débat, on mélange un peu des protagonistes et des analystes. Si j'étais ukrainien, je n'aurais pas la même position que celle qui est la mienne. Mais je ne suis pas ukrainien. Et donc moi, ma position, c'est d'analyser le sujet, d'essayer de trouver un peu les voies de compréhension et de montrer ce que l'on peut comprendre de cette situation pour éviter qu'elle ne s'empire ou pour éviter de recommencer les mêmes erreurs. Si bien sûr j'étais ukrainien, eh bien j'appellerais à une sérénité totale et à l'attente de la victoire totale de mon pays. Là, on montre des images d'Ukrainiens qui sont bombardés, c'est normal. En 99, on faisait la guerre du Kosovo, on ne montrait pas d'images de populations bombardées, elles étaient pourtant des populations civiles. Mais c'est nous qui lancions les bombes à ce moment. Et c'est aussi ça un peu qui m'a gêné le départ, c'est qu'on parle de posture morale, de normes universelles, mais on voit bien que ces normes dites universelles, on les applique de façon sélective au continent européen. Puisque, par exemple, on accueille de façon très différente les réfugiés ukrainiens que la façon dont on n'accueille pas les réfugiés d'autres conflits. On en parlera un peu plus tard, si vous permettez. Alors, est-ce qu'il y a par exemple un risque d'être blacklisté de certains plateaux si on est un peu
contredisant sur un certain nombre de choses. Ce risque, ça fait quand même assez longtemps que je le cours et que je le subis. Entre mon livre Est-il permis de critiquer Israël et surtout, pire encore, mon livre sur les intellectuels faussaires, où je dénonçais certaines dérives médiatiques. En fait, les médias n'aiment pas trop qu'on les critique. Et donc, il y a des médias dans lesquels je ne suis plus jamais invité pour avoir écrit ces livres. Non pas parce que je dis des bêtises ou que j'explique mal les choses. Mais donc, vous savez très bien que dans beaucoup de médias, on appelle ceux qu'on a envie d'entendre et pas ceux qui vont expliquer. Il y a je ne veux pas jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession parce que dans chaque profession, qu'on soit universitaire ou journaliste, il y a des gens de qualité et d'intégrité très diverses. Vous avez deux types, je crois, de journalistes. Pour faire court, c'est un peu caricatural. Des gens qui invitent d'autres personnes pour que le public comprenne mieux les situations ou d'autres qui invitent des personnes parce qu'ils ont envie d'influencer le public en fonction de leurs propres idées. Et donc, ils ont envie un peu d'avoir un biais de confirmation et ils vont choisir un intervenant extérieur s'il est d'accord avec eux et non pas s'il peut essayer de mettre les choses en perspective. Donc, enfin, vous n'allez peut-être pas citer les médias qui, selon vous, en tout cas, qui vous blacklist aujourd'hui France Culture, je suis blacklisté. France Inter, alors peut-être qu'avec le départ de Laurence Cohen, ça va changer. Le Monde, je suis blacklisté. Enfin, la liste est assez longue. Il y a des médias qui m'accueillent encore et d'autres qui estiment que j'ai critiqué des gens qui leur sont proches ou qu'ils apprécient et que c'est un crime de lèse-majesté. C'est pas des médias de faible ampleur. Alors, donc, il y a cette atmosphère particulière dans les médias qui peut se justifier de toute façon. Et de l'autre côté, notamment sur les réseaux sociaux, comme dans un effet de balancier, il y a des adeptes d'une théorie victime qui n'a fait que se défendre, un pan de l'opinion publique qui est souvent présent d'ailleurs sur les commentaires du média sur YouTube, qui va jusqu'à nier la réalité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par la Russie. Est-ce que ces deux excès s'alimentent d'une certaine manière? Ils s'alimentent mutuellement et ils sont aussi critiquables l'un que l'autre. Mais il y a un excès qui est beaucoup moins important, mais plus radical. Le fait de nier carrément la réalité, de dire que non, ce n'est pas la Russie qui est responsable de la guerre, c'est bien la Russie qui a déclenché cette guerre. Il y a bien des crimes de guerre commis par l'armée russe. Vous le documentez dans votre livre. C'est documenté, et c'est documenté pas uniquement par les Ukrainiens ou par les Occidentaux, de façon quand même très large, etc. Et donc ça, on ne veut pas le nier. Et en fait, on voit bien qu'il y a une sorte de campisme. Si on est dans un camp, on ne veut pas du tout étudier les défauts de son propre camp. Et effectivement, le fait qu'il y ait, disons, un débat général, une ambiance générale très pro-ukrainienne, suscite à l'inverse et en réaction, mais ce n'est pas une excuse, c'est une explication, des sentiments non pas très anti-ukrainiens, mais très pro-russes en disant, puisque les médias sont anti-russes, la Russie doit avoir raison. On retrouve un peu ce phénomène aux États-Unis. Beaucoup de gens disent, si les médias critiquent Trump, c'est que Trump a raison. Et donc, on voit bien que le fait qu'il y ait parfois, justement, quand on organise un débat contradictoire, on vient limiter cette théorie du complot. On a beau dénoncer la théorie du complot, notamment dans certains médias, le complot n'est que le reflet des élites qui parfois mentent et de gouvernements qui essaient d'avoir des stratégies d'influence. Il faut bien sûr dénoncer les complotistes, mais il ne faut pas qu'à travers la dénonciation du complotisme, on en arrive à nier les stratégies d'influence des États et des puissances. Alors, vous contestez donc les postures sans nuance et va-t-en-guerre, mais vous considérez aussi qu'aucune négociation de paix n'est désormais plus possible avec Vladimir Poutine au pouvoir, vu le passé, vu ce qu'il a fait, vu ce qui a été fait. Du coup, on a l'impression que vous bornez à constater une impasse. Effectivement, peut-être qu'il y a un déséquilibre occidental, une manière de courir vers la guerre, mais de facto, le monde ne peut pas s'arrêter jusqu'à attendre le trépas éventuel de Vladimir Poutine. S'il n'y a plus de possibilité de paix entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? Il peut y avoir des paix qui sont non négociées. On peut très bien avoir un arrêt des combats sans négociation officielle. Moi, j'ai toujours pensé ce sont les Occidentaux qui pensent qu'ils ne peuvent plus négocier avec Poutine. Mais en fait, des fois, ils négocient indirectement. Les échanges de prisonniers entre Russes et Ukrainiens, c'est le résultat de négociations. Donc, il est faux de dire qu'il n'y a aucune négociation possible avec Poutine. Et de toute façon, c'est lui qui est à la tête de la Russie. Et tant qu'il sera à la tête de la Russie, un jour ou l'autre, c'est bien avec lui qu'il faudra négocier directement ou indirectement l'arrêt des combats. C'est une réalité désagréable, mais c'est la réalité. Ce que je dis, c'est que les Occidentaux ont déclaré que plus jamais ils ne pourront négocier avec Poutine et que Zelensky, le président ukrainien, a déclaré cela. On verra si cela les conduit à aller jusqu'au bout d'une guerre sans fin ou à mettre fin au combat par épuisement.
sans négocier directement, mais avec la crainte que cela recommence. Mais il est certain que les relations entre la Russie de Poutine et le monde occidental dans sa globalité sont coupées. Dire qu'il n'y a aucune négociation, aucun contact, c'est faux. Les services secrets américains, la CIA, est en négociation, en contact permanent avec les instances de sécurité russes, évidemment. Si on prend un peu de hauteur, la notion de guerre sans fin, elle est quasiment une notion qui s'impose dans notre monde contemporain. On a l'impression qu'un grand nombre de conflits, finalement, après avoir été très incandescents, ils baissent en intensité, mais ils demeurent. Est-ce que c'est une fatalité de notre environnement des relations internationales? On voit ce type de configuration au Proche-Orient, on voit ce type de configuration en Afghanistan, dans un certain nombre même en Irak, en fait, dans un certain nombre de conflits, on a l'impression qu'il n'y a plus ni accord de paix pour redémarrer vraiment et reconstruire quelque chose de solide, ni victoire d'un camp, écrasement et puis départ sur de nouvelles bases. Oui, vous avez tout à fait raison. Quand un camp est victorieux, il impose la paix, sa paix à lui, et donc le vaincu doit l'accepter. Le vainqueur ferait mieux, d'ailleurs, en ce cas-là, à laisser un peu une porte de sortie au vaincu pour ne pas nourrir un désir de revanche. On sait très bien que l'humiliation, le sentiment d'humiliation, est certainement l'un des facteurs les plus importants dans la reprise des conflits ou dans la permanence des conflits. La preuve en Irak, les États-Unis ont très facilement gagné cette guerre, mais ils ont tellement humilié les Irakiens au-delà d'autres populations que cela a créé un chaos et que l'Irak est toujours dans le chaos, comme la Libye d'ailleurs, etc. Et vous avez raison que quand on regarde la liste des conflits, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux. Il fut une période au début du siècle, ils commençaient un peu à diminuer, on pouvait les régler, mais là, il n'y a pas assez de puissance suffisamment forte pour imposer sa paix, et surtout, il n'y a pas d'accord entre les protagonistes. Là, il n'y a pas d'accord possible entre la Russie d'un côté et l'Ukraine de l'autre, puisque la Russie veut qu'on reconnaisse ses annexions avant de négocier, et que l'Ukraine veut que la Russie rende tous les territoires qu'elle a conquis, non seulement depuis, y compris la Crimée, avant de pouvoir négocier. D'ailleurs, ils disent qu'il faut aussi que la Russie paye les réparations et que Poutine soit jugé, ce qui est un objectif qui, à mon avis, paraît infaisable. On n'ira pas à Moscou capturer Poutine, comme on a été à Berlin mettre fin au jour d'Hitler. Hitler s'est suicidé. Et donc, en fait, ce sentiment, disons que... l'un des problèmes, c'est que les Occidentaux soutiennent l'Ukraine, mais ne veulent pas influer sur les choix ukrainiens, en disant c'est aux Ukrainiens de décider le jour où ils devront arrêter la guerre. Sauf que l'on voit qu'il commence un peu, que la coalition commence à craquer, que s'il y avait une alternance politique aux États-Unis, le paysage serait complètement bougé. On voit même là... Ou pas, parce que aux États-Unis, il y a beaucoup de rhétorique sur les relations internationales pendant les campagnes électorales, et puis après, il y a une forme de continuité. Ah oui, mais Trump, il a la caractéristique de tenir ses promesses. Et donc, on l'a vu, les promesses de 2016, mettre l'ambassade américaine à Jérusalem, casser l'accord avec le nucléaire iranien, casser les accords de Paris, il l'a fait. Et donc, quand il dit qu'il mettra fin à la guerre, parce qu'il y a une fatigue de la guerre aux États-Unis, et que beaucoup d'Américains disent pourquoi on dépense autant d'argent pour l'Ukraine, alors que nous, on a besoin de cet argent, cela compte. Et puis là, on a vu quand même, ces jours-ci, c'est extrêmement important, la Pologne, qui est normalement le pays le plus proche de l'Ukraine, le pays le plus hostile à la Russie, qui fait des leçons à l'ensemble de l'Europe pour n'aider pas suffisamment l'Ukraine, qui là en veut empêcher l'exportation de céréales ukrainiennes, et comme l'Ukraine a critiqué cela, veut arrêter toute livraison d'armes à l'Ukraine. Donc là, on voit que finalement, derrière les déclarations de soutien éternel à l'Ukraine, il y a quand même déjà des craquellements, parce que la guerre depuis longtemps, et que la contre-offensive ukrainienne n'a pas donné les résultats espérés ou annoncés. Alors, votre livre il a été bouclé il y a déjà quelques semaines. Hein, oui, en juillet. Et donc, dans ce livre, vous évoquez justement la Pologne et les pays baltes comme une sorte pas d'impensé, enfin on va dire le mot d'impensé de cette guerre, et vous êtes assez dur sur ces pays-là. Mais disons, aujourd'hui, ils vont un peu... Il recule un peu, mais structurellement, vous avez considéré que on n'en parle pas beaucoup, alors que quelque part, il pose problème. Il pose problème. En fait, je n'ai pas eu tort de dire qu'ils étaient problématiques, parce qu'ils sont problématiques encore aujourd'hui. En fait, la Pologne et les pays baltes ont été soutenus par tous les néoconservateurs français, en disant, vous voyez, ces pays, depuis la fin de la guerre froide, annoncent que la Russie est un danger, et donc c'est eux qui ont eu raison, et la France et l'Allemagne qui voulaient négocier avec la Russie ont eu tort. On aurait dû être ferme avec la Russie depuis
depuis le départ. Sauf qu'en fait, ce sont ces pays, la Pologne et les Pays-Baltes, qui très souvent ont empêché, comme il y a un droit de veto au sein de l'Union européenne, ont empêché un rapprochement avec la Russie. Et je crois que si on en est arrivé à ce point, cette guerre aurait pu être évitée si on avait fait un véritable partenariat avec la Russie, sauf que l'on a considéré, notamment les États-Unis, la Pologne et les Pays-Baltes, la Russie comme un pays vaincu, mais comme un pays qui était toujours dangereux et avec qu'il fallait tenir à distance et qu'il ne fallait pas considérer comme un partenaire potentiel. Au début de sa présidence, Poutine est très pro-occidental. Et puis, effectivement, au fur et à mesure, il considère qu'il n'obtient pas ce qu'il attend, que les Occidentaux le bernent, et il va devenir de plus en plus agressif. Et donc, on a, je pense, commis cette erreur, parce que c'est nous qui avons créé un peu tout cela. Et donc, il serait bon, au lieu de célébrer la Pologne, qui a conduit à une fin de non-recevoir et un état vraiment très bas des relations avec la Russie, eh bien, là, on voit bien que même eux, finalement, ne sont pas des soutiens très fiables lorsque leurs intérêts nationaux sont en cause. Pourquoi la Pologne agit ainsi aujourd'hui ? C'est qu'ils ont des élections, que l'électorat des campagnes est extrêmement important pour les élections et que les agriculteurs polonais ont eu peur de l'importation de céréales ukrainiennes. La Pologne, c'est quoi son jeu? On a l'impression que, par exemple, les États-Unis, qui, il n'y a pas très longtemps, lors de la guerre en Irak, critiquaient la vieille Europe, que les États-Unis jouent la Pologne contre la France et l'Allemagne, par exemple, en ce qui concerne les alliances. C'est clair, mais rappelez-vous, en 2003, la Pologne est pour la guerre d'Ukraine. Et c'est Donald Rumsfeld... La guerre du Golfe. La guerre du Golfe, pardonnez-moi. La guerre d'Irak. Et donc la Pologne, en 2003, soutient la guerre d'Irak des Américains en Irak, alors que la France et l'Allemagne s'y opposent. Et à l'époque, c'est Donald Rumsfeld, le secrétaire à la défense américain, qui sépare la vieille Europe, la France et l'Allemagne, la nouvelle Europe qui est bonne. Et en fait, ces pays de l'Est, comme la Pologne, comme les Pays-Baltes, ont une peur irrépressible de la Russie et ont toujours pensé, pour des raisons historiques, et ont toujours pensé que seuls les États-Unis les protégeaient. Et donc la Pologne a toujours accepté les crédits européens pour se développer, mais a stratégiquement toujours été liée aux États-Unis. La Pologne muscle son effort de défense, mais en achetant des armes aux États-Unis, à la Corée, pas aux autres pays européens. Elle a même annulé un contrat d'hélicoptère qu'elle avait avec la France. Donc ces pays sont pro-européens quand il s'agit de recevoir des crédits de l'Union européenne, mais quand il y a des choix stratégiques à faire, ils sont en fait pro-américains. Vous consacrez 2 chapitres de votre livre à 2 constats. L'Occident a perdu, entre guillemets, la Russie et la Russie a perdu l'Ukraine. Des 2 côtés, quelles sont les grandes erreurs qui ont été commises? Alors, comment l'Occident a perdu la Russie? Par une série d'erreurs. Le premier, c'est l'élargissement de l'OTAN. Et là, même des Américains, même des stratèges américains comme George Kennan, celui qui a inventé l'endiguement, Kissinger, ont dit attention, si on élargit l'OTAN, on va perdre la Russie et on va faire de la Russie un adversaire. Et donc, c'est une sorte de prophétie autoréalisatoire. Deuxième erreur, c'est bien sûr la guerre d'Irak, on peut ajouter. La guerre du Kosovo en 99, la Russie ne voulait pas de cette guerre. Et on dit que l'OTAN est une alliance défensive, mais c'est bien l'OTAN qui a fait la guerre à la Yougoslavie. C'est pas la Yougoslavie qui a créé la guerre. Donc on voit bien que l'OTAN, présentée comme une alliance défensive, peut faire la guerre à un pays lié par ailleurs à la Russie. Troisième erreur, c'était le déploiement d'un système de missiles antimissiles qui, du point de vue de Moscou, mettait en cause l'équilibre nucléaire qui existait entre Washington et Moscou. Enfin, on pourrait ajouter, mais ce n'est pas le seul fait, l'intervention militaire en Libye. La Russie s'est abstenue sur la résolution qui permettait cette intervention militaire pour sauver a priori la population de Benghazi, mais en cours de route, on a changé la mission pour dire non, il faut changer le régime. La Russie était contre. Et donc, comme la Russie s'est abstenue, c'était Medvedev qui était président de la Russie à l'époque, Poutine lui a dit, tu vois, on ne peut pas faire confiance aux Occidentaux. Et cette intervention en Libye a été beaucoup dans la radicalisation anti-occidentale de Poutine. Et de l'autre côté, la Russie a perdu l'Ukraine. Elle a aussi fait de mauvais calculs. Oui, alors d'une part, la Russie a perdu définitivement l'Ukraine en lui faisant la guerre, mais déjà auparavant, l'annexion de la Crimée, Poutine gagne la Crimée, mais il perd l'Ukraine. Pendant très longtemps, le sentiment national ukrainien était partagé entre les pro-russes et les pro-européens. Désormais, il n'y a que des pro-européens, il y a encore les pro-russes dans le Donbass, mais c'est tout. Et parce que Poutine, en fait, a un peu misé dans cette guerre d'influence que les uns et les autres se livraient. Les Américains ont joué sur les fondations, le soft power. Poutine a un peu trop joué sur la corruption et les menaces. Je te coupe le gaz, et puis je corromps les élites qui sont hyper corruptibles, et donc comme ça, je me fais des alliés. Cela n'a pas marché jusqu'au bout. Il y a une société civile ukrainienne qui est très forte, et désormais, effectivement, la Russie a perdu l'Ukraine, a perdu le sentiment national ukrainien, s'est créé et renforcé contre la Russie.
Enfin, une petite parenthèse, la stratégie russe en Ukraine peut aussi faire penser à la stratégie française en Afrique. Le gouvernement parle haut. Et vous évoquez le syndrome du « ce n'est pas pareil », qui, à votre avis, en dit beaucoup sur l'universalisme occidental. Oui, effectivement, je cite deux exemples et on pourrait les multiplier. Malheureusement, un jour, je discutais avec une responsable de l'Institut européen d'études de sécurité à propos de la guerre du Kosovo et en disant finalement ce que les Occidentaux avaient fait, que les Russes avaient fait en Crimée, c'est ce que nous avons fait au Kosovo. On n'a pas annexé la Kosovo, mais on a fait une guerre illégale au Kosovo. Elle dit oui, non, mais c'est pas pareil. Je dis mais en quoi c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Et donc en fait, le fait de devoir avouer que les Occidentaux avaient fait une guerre illégale était inacceptable. Et une autre fois, je déjeunais avec plusieurs diplomates européens qui m'avaient invité pour le sujet et qui me disaient on ne peut pas accepter cette guerre parce que l'acquisition des territoires par la force est inacceptable. On ne peut pas accepter ça, sinon c'est mettre en cause l'ordre international. J'en fais remarquer qu'on accepte ça lorsqu'Israël est en cause. En fait, la Russie annexe la Crimée de façon illégale au niveau du droit international, mais avec l'accord de la population de Crimée. Les gens qui habitent en Crimée, très majoritairement, vont être russes, pas ukrainiens. Et donc, on fait des sanctions. Par contre, quand Israël annexe Jérusalem-Est contre l'avis de la population, eh ben, on ne fait aucune sanction. Et on a vu Zelensky venir devant la Ligue des États arabes dire que la Ligue devait condamner l'acquisition de territoire par la force par la Russie et faire silence sur cet autre exemple de la Palestine. Donc là, on voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures. Si vraiment l'acquisition des territoires par la force est condamnable, pourquoi l'accepter dans d'autres circonstances ? La guerre en Ukraine est-elle devenue une sorte d'affrontement idéologique entre l'Occident et ce qu'on appelle le Sud global? Vous utilisez l'expression « de West versus de Rest ». Il y a une claire division qui n'est pas suffisamment prise en compte par nos dirigeants qui pensent que ils décident et finalement les autres vont suivre. Ce n'est plus le cas. Et effectivement, si on regarde ce qui se passe par rapport à la guerre en Ukraine était un peu un amplificateur de ce phénomène. Les Occidentaux ont dominé le monde pendant 5 siècles. Les Européens, puis les Américains. Cette période est révolue. Elle est révolue parce qu'il y a l'émergence, la globalisation, et que les autres pays n'entendent plus être dirigés, n'entendent plus être dominés par les Occidentaux. Alors, il y a des pays qui le font frontalement, comme la Russie et la Chine, mais d'autres qui, tout en voulant conserver des relations avec les Occidentaux, ne veulent plus être dominés par eux, comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Arabie Saoudite, et comme tous les autres pays. Et donc, on voit bien par rapport à la guerre d'Ukraine que si 140 pays ont condamné aux Nations Unies l'agression russe de l'Ukraine, il n'y a que les pays occidentaux qui ont pris des sanctions contre la Russie. Aucun autre pays non occidental n'a pris de sanctions contre la Russie. Et en grande partie, c'est que les Occidentaux se sont consultés entre eux et ont dit aux autres après, vous nous suivez. Il y a 20 ans, les pays africains auraient suivi la France. Il y a 20 ans, les pays latino-américains auraient suivi les États-Unis. Ce n'est plus le cas. Donc il faut que les Occidentaux le réalisent, s'en rendent compte et ne disent pas... Je faisais un débat avec un journaliste du Monde sur l'autre chaîne que la vôtre, et ce monsieur a dit plusieurs fois, les Africains ne comprennent pas que c'est une guerre impériale, les Africains ne comprennent pas que c'est une guerre d'agression, les Africains ne comprennent pas que c'est une... Je dis, mais attendez, les Africains, ils comprennent. Mais ils n'ont pas la même position que nous. C'est pas parce qu'ils ne comprennent pas. Et donc, quand on dit on va mieux leur expliquer, ça ne marche pas. Donc, il faut bien partir de cette réalité-là. Les autres pays, les pays non occidentaux, sont pas tous anti-occidentaux, mais ils ne veulent plus être les sujets obéissants du monde occidental. Dans le fond, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas raison dans sa vision du conflit russo-ukrainien, même si la France n'a pas aujourd'hui les moyens de sa politique, vu son déclassement, qu'il y a plusieurs raisons, mais disons, on a beaucoup moqué Emmanuel Macron quand il a prôné quelques semaines avant le début de l'agression de l'Ukraine, une sorte de politique d'équilibre. Il a accusé l'État profond de la diplomatie française qui empêcherait un rapprochement avec la Russie. Bon, il l'avait fait avant la guerre. Est-ce que Emmanuel Macron, sur ce dossier, n'a pas raison par rapport à d'autres points de vue en France qui sont un peu plus atlantistes, un peu plus occidentalistes, si on peut utiliser cette expression? Oui, vous avez raison d'utiliser les termes, ce sont les bons termes. Mais Macron se réclame du gaulo-mitterrandisme. Mais il ne va pas toujours jusqu'au bout. Il a dénoncé l'État profond, il n'a pris aucune disposition pour que cela change. Et donc, il y a toujours eu au Quai d'Orsay des gens qui n'étaient pas d'accord avec sa politique. Et puis, effectivement, il a essayé de
continuer un dialogue avec Poutine. Alors ça s'est avéré compliqué, mais c'était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, il a plutôt rejoint la position ukrainienne. Et donc, est-ce que parce qu'il pense que la France est isolée et qu'il ne faut pas être isolé, mais on voit, est-ce que parce que la guerre est là et qu'il est difficile d'avoir une position un peu différente, moi je pense qu'au contraire, la France peut servir notamment pour cette vision The West versus the Rest dont on a parlé. La France pourrait être un pont, parce que la France est certes un pays occidental, mais elle ne se résume pas à être un pays occidental. Elle est beaucoup plus large que cela. Et si on se contente de dire qu'on est un pays occidental... Pourquoi elle ne se résume pas à être un pays occidental? Parce que c'est un pays qui est divers, parce que c'est un pays qui a une ADN géopolitique qui est aussi liée au Sud, parce que de Gaulle à Mitterrand, la politique à l'égard de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, le Sud global aujourd'hui, a toujours été active, et une façon de permettre des marges de manœuvre, parce que la France a très longtemps, très souvent, représenté la voix de ceux qui n'ont pas de voix. De la position de Mitterrand sur le conflit... Ça dépend d'où. Oui, mais plus que les autres pays occidentaux. La position de Chirac du refus de la guerre d'Irak, la position de Mitterrand sur le conflit israélo-palestinien sont des positions qui sont exceptionnelles dans le monde occidental, de même que de Gaulle par rapport à son opposition aux États-Unis. La France est alliée aux États-Unis, mais elle n'est pas alignée. Et là, on voit que la guerre, l'usure, fait que Macron se rapproche un peu du consensus européen. Et je pense que si on veut avoir une politique indépendante, il faut des fois se détacher de ce consensus. Il s'en reproche dans les mots, mais l'effort de guerre de la France pour l'Ukraine est faible. Ah, il n'est pas faible, il est extrêmement important. On fournit des armes, on fournit une aide économique extrêmement importante. Voilà, c'est pas ce que les Ukrainiens disent. C'est pas ce qu'ils disaient le 10 ans. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a laissé 17 milliards sous pression des Ukrainiens d'avoir en Ukraine. Renault, par exemple, avait des installations pour 2,5 milliards. Zelensky est venu devant l'Assemblée nationale pour dire que Renault participait à l'effort de guerre russe en restant en Russie et finalement avait du sang sur les mains. Renault, craignant un dommage réputationnel, a quitté. Et en fait, ils ont vendu pour 1 rouble à un oligarque russe leurs installations. Donc en fait, ça n'a en rien gêné l'effort de guerre russe. Et donc non, la France paye un lourd prix à sa solidarité avec l'Ukraine. De la guerre en Irak à la guerre en Ukraine, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu en France, en tout cas, une sorte de triomphe des idées néoconservatrices, d'avancée en tout cas? Clairement, Macron dit que la bataille idéologique pour l'autonomie stratégique européenne est gagnée. Je pense que non, je pense qu'elle n'est pas gagnée et que, en tout cas, dans le milieu médiatique et académique, les néoconservateurs sont en position de force. Ce n'est pas le cas dans l'opinion publique. L'opinion publique française, elle est attachée à l'indépendance. Elle est attachée à ce que l'on appelle, pour faire court, le gaulo-mitterrandisme, même si tout le monde ne connaît pas ce concept. Mais en tous les cas, le fait de dire qu'on est indépendant des autres puissances, ça, c'est très populaire. Par contre, dans le milieu médiatique, dans le milieu académique, qui est un peu biberonné à l'ambiance américaine. Les grandes fondations sont américaines, les grands colloques sont souvent aux États-Unis, les grandes universités sont là-bas. Il y a effectivement un soft power américain. On a beaucoup daubé sur le soft power russe et le soft power chinois. Bien sûr qu'ils ont eux aussi des stratégies d'influence, mais c'est sans commune mesure avec le soft power américain qui est tellement fort qu'on n'en a pas conscience. Et donc effectivement, c'est ce qui se répand. La reprise des thèses américaines est très très forte, notamment dans nos milieux professionnels. Est-ce qu'on peut faire un lien entre donc l'avancée de l'eurocentrisme, de l'atlantisme, du néoconservatisme que l'on ressent dans un conflit comme celui-ci et les problèmes de cohésion identitaire en Europe et particulièrement en France? C'est-à-dire, en gros, si l'autre, ses raisons et sa raison sont expulsées de notre champ mental quand il s'agit de l'étranger, est-ce que l'autre, qui est notre frère, qui est parmi nous, qui a un background différent, est-ce que finalement on ne le comprend plus parce que au fond on considère que ce qui vient de l'Occident historiquement chrétien blanc est supérieur? C'est clair, vous avez raison. Et d'ailleurs, au début de la guerre, pour accueillir les réfugiés, on dit mais c'est des gens comme nous. Ce qui veut dire que les autres ne sont pas des gens comme nous. Certains ont même dit... Comme nous, alors que bon, nous tous, nous sommes français. Oui, voilà, mais comme nous, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est comme nous, occidentaux et blancs. Parce que la réponse, elle est là. Puisqu'on a même filtré les réfugiés africains qui venaient d'Ukraine. On les a même filtrés. Et donc, c'est là qu'il y a quand même une immense contradiction. Je veux dire, soit on parle de normes universelles. Les normes universelles valent autant pour un Syrien, un Gabonais qu'un Ukrainien. Soit on dit, non, en fait, on fait la sélection. Mais on ne peut pas à la fois se réclamer de normes universelles et faire un tri, et accueillir à bras ouverts les réfugiés ukrainiens et refuser. Et là-dessus, les pays, la Pologne, la Hongrie, quand même la Pologne a refusé des réfugiés dans le froid
qui venaient de Biélorussie. Alors peut-être que Loukachenko a tendu un piège à la Pologne, mais ils ont mis des barbelés, ils ont même jeté ces gens sans nourriture, etc., dans le froid le plus vif, alors qu'ils ont accueilli à bras ouverts l'Ukraine. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'occidentalocentrisme dans l'émotion. Mais donc, comme les autres pays, les autres nations le voient bien, une partie quand même de la coupure entre l'Afrique et la France tient à ce double standard qui est en grande partie méconnu ou nié en France et en très grande partie révélé dans les pays africains et dans l'ensemble des pays du Sud. Sachant que la France est un pays, vous avez dit que c'est pas un pays qui est uniquement occidental, mais qui, dans la composition de sa population, finalement, est héritier de plusieurs histoires. Tout à fait. L'histoire de l'Europe, l'histoire du Maghreb, l'histoire de l'Afrique subsaharienne, l'histoire d'autres endroits dans le monde, ces endroits qu'elle a par le passé conquis. Sur un tout autre sujet, est-ce que vous suivez la crise de l'influence française au Sahel ? Il serait difficile de ne pas la suivre. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, moi je suis un généraliste des relations internationales, mais forcément, je dois suivre cela et je constate quand même que les choses s'aggravent. Les choses s'aggravent et on a l'impression que nos dirigeants n'ont pas le logiciel, même pas pour les résoudre, mais seulement pour les comprendre. Effectivement, on voit qu'il y a quand même une sorte de déni de réalité. Les lanceurs d'alerte ont été nombreux. Il y a beaucoup, enfin moi, ma chercheuse spécialiste sur l'Afrique me dit depuis longtemps que ça va pas. Elle m'a même dit il peut y avoir un coup d'État au Niger. Elle avait dit il y a un an. Il y a beaucoup d'académiques, d'experts qui ont dit attention, ce ne sont pas les bonnes méthodes. Et donc il y a eu effectivement un aveuglement par rapport. On parlait d'experts autoproclamés comme l'a fait le ministre Le Drian, mais c'est quand même eux qui avaient les bonnes analyses plutôt que de répéter en boucle les mêmes choses. Et les causes de ce désamour sont très nombreuses. Mais il ne faut pas oublier que quand on parle des visas en France, c'est perçu de façon très négative. Et donc on ne peut pas à la fois essayer de rallier un peu le vote Rassemblement national et être populaire en Afrique et au Maghreb. C'est incompatible. Et de même qu'on ne peut pas à la fois faire appel à la jeunesse et soutenir des pouvoirs héréditaires depuis des décennies et qui n'ont jamais délivré les promesses de la démocratie. Et puis aussi, les interventions militaires, comme partout. Au départ, les troupes sont accueillies dans la liesse et ce sont des troupes de libération. Si elles restent trop longtemps, elles sont perçues à force comme des troupes d'occupation. Il ne fallait pas rester si longtemps au Mali et que l'objectif annoncé de guerre contre le terrorisme, ici comme ailleurs, n'est pas un objectif raisonnable sur le plan stratégique. Donc il y a de multiples raisons qui ont conduit à cette succession de crises. Et donc, on a deux choix, soit s'entêter, soit se dire, qu'est-ce qui allait mal et comment on repart de l'avant ? Par les sociétés civiles, par de multiples liens. Mais en tous les cas, ce n'est pas en voulant. Je crois qu'il serait préférable de ne pas continuer comme avant, puisque apparemment, ce n'est pas un succès. Merci Pascal Boniface. Merci à vous d'avoir regardé cette émission avec Pascal Boniface, géopolitologue, auteur de Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, paru aux éditions Erol. Depuis le 7 septembre, le média est engagé dans une campagne importante de levée de fonds qui doit nous permettre de mobiliser des moyens pour développer des programmes intéressants dans le cadre de notre élargissement vers le petit écran suite au conventionnement de l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel français. C'est important, c'est sur la plateforme KissKissBankBank que ça se passe. Le lien est en description et vous pouvez aussi cliquer ici, donner, susciter des vocations de donateurs, mettons en place ensemble une alternative aux chaînes d'infos des milliardaires.